Au cours de notre rencontre précédente, nous avons eu le plaisir de rencontrer Madame Mona Magdaleni, enseignante et proviseure en même temps, mais aussi elle tient plusieurs activités au sein de commissions chargées de la tenue du Festival international parmi les écoles francophones d'Alexandrie et de Beheira, et aussi au sein d'une commission chargée de la culture francophone. Elle est présidente d'une organisation chargée de la formation des formateurs et elle tient ou elle assume la responsabilité d'un portefeuille au sein du nouveau gouvernement des femmes. Il y a encore beaucoup à découvrir dans ce monde, donc avec Madame Mona Magdaleni. Madame Mona Magdaleni, vous intéressez beaucoup au théâtre et vous êtes coprésidente d'une organisation ou d'une commission chargée de la tenue des festivals internationaux de théâtre parmi les écoles francophones d'Alexandrie et de Beheira. On aimerait en savoir plus. Le théâtre a commencé dans ma vie depuis toute jeune, quand j'étais élève à l'école, et je participais toujours aux représentations, spectacles, activités théâtrales avec joie, avec plaisir, avec sourire. Mais je me rappelle vraiment de la toute dernière expérience à l'école, mon rôle d'interprète dans la pièce de Tristan Bernard, L'Anglais tel qu'on le parle. J'ai remporté un certain succès. Ça m'a aidé à me découvrir moi-même sur scène devant mes camarades de classe, avant que ce soit devant les parents d'élèves. Mais juste après cette expérience, le théâtre est un peu tombé dans l'oubli, dans le frigo, dans les 4 années de la faculté et après dans mon expérience de gestion. Or, de retour à l'école, première année de mon exercice pratique du métier d'enseignante, ma responsable disciplinaire a lancé un projet d'établissement là où il y avait à monter comme produit final une représentation théâtrale, un sketch, une scénette. Et l'appel a été répondu de ma part très spontanément. Vite, je me suis mise au travail avec mes élèves et on a produit plusieurs scénettes, donc parce que c'était plus qu'une classe. Et à partir de ce moment, ma responsable disciplinaire m'a désignée pour assister à des formations de théâtre organisées par l'Institut français au Caire. D'abord, elle m'a demandé la question d'une manière très méfiante. Est-ce que tu pars au Caire? Je dis oui, sans problème. Et voilà, a commencé donc la phase formation de théâtre en 2001-2002. Et une première formation au Caire, une deuxième, une troisième. Et ces formations étaient lancées par l'Institut afin de préparer les formateurs de troupes scolaires francophones. Un an plus tard, j'ai eu ma formation en France, entre La Roche-sur-Yon et Avignon. Pour la première fois, j'ai découvert le Festival d'Avignon. Et dès lors, je suis animatrice de théâtre scolaire dans mon école. Participation au festival de théâtre préparé et organisé par l'Institut. 1 an, 2 ans après, je faisais partie du comité organisateur et bien 5 ans plus tard, je suis devenue la coprésidente du comité organisateur du festival qui, en mars prochain, verra sa 14e édition.
Est-ce que vos activités couvrent beaucoup de gouvernorats? En fait, ça couvre plusieurs gouvernorats. Ça couvre l'Égypte, donc les deux villes les plus francophones de l'Égypte, Alexandrie et Le Caire. Nous avons une école participante de Mansoura. L'année dernière, pour une première, le lycée français de Hurghada participe au festival. Autrefois, il y avait les écoles expérimentales de la Haute-Égypte, Luxor et Aswan, si je ne me trompe pas, et elles reviennent cette année. Et ce n'est pas que les écoles d'Égypte, mais depuis, et c'est pour ça que le festival est intitulé International, il y a la participation des troupes étrangères qui nous viennent des pays francophones du réseau de l'association Ardrala. On a accueilli une troupe de Suisse, de Luxembourg, plusieurs de France, de Turquie, plusieurs du Liban, de Maroc. Et en attendant cette année pour voir les participants sont qui, parce que j'ai des demandes de la Côte d'Ivoire, j'ai des demandes de la Grèce et c'est vraiment répondu. Et alors dans ce cas, est-ce que chaque école présente une troupe qui est une sélection parmi toutes les classes ou c'est un groupe d'élèves qui forment une troupe? Comment se présentent les candidats? La candidature est présentée de la part de la direction de l'école. La direction de l'école voit donc sa formule au sein de l'établissement. Par exemple, chez moi, c'est une troupe collège-lycée. Donc depuis la première préparatoire jusqu'à la troisième secondaire, et la pièce, elle est montée par ses élèves. D'autres écoles voient préparatoire, d'autres écoles adressent l'invitation à un niveau pour ne pas peut-être perturber d'autres classes. Donc la gestion de la troupe au sein de l'école, c'est le travail de la direction. Mais chez nous, la condition, c'est collège-lycée, préparatoire secondaire. Madame Mona Magdaleni, vous êtes aussi présidente culturelle du secrétariat général des écoles catholiques. Sur quoi porte votre activité? En fait, je me charge de ce comité depuis 4 ans. Et j'ai reçu cette responsabilité comme étant l'éducation de la jeunesse pour le patriotisme. On essayait d'éduquer la jeunesse à l'appartenance envers le pays, à travers des conférences, à travers des camps de travail, à travers l'ouverture à d'autres jeunes, d'autres établissements, d'autres gouvernorats, mais qui dépendent du secrétariat général des écoles catholiques. En fait, avec le comité, et suite à des concertations et un brainstorming, on est arrivé à un projet qu'on a intitulé Touf ou Chouf, visite et découvre, parce que moi, ayant vu des jeunes d'autres pays à travers les différents festivals de jeunes, théâtre ou autres activités, j'étais jalouse pour mon pays. Pourquoi les autres jeunes savent parler de leur pays, de leur ville, de leur gouvernorat, de leur culture, de leur connaissance géographique du quartier ou de la ville. Et les nôtres savent étudier et réciter, mais ne savent pas présenter leur pays auprès d'un étranger. Je me suis dit, la faute n'est pas aux jeunes, la faute est aux adultes. Comment sortir nos jeunes de cette coquille de société de consommation, les malls, les centres commerciaux, les magasins, les cafés, pour leur faire découvrir leur ville, Alexandrie. Donc, ce projet était basé sur la découverte du patrimoine d'Alexandrie, sur la découverte de l'histoire, sur la visite de sites touristiques et historiques à Alexandrie, mais pas dans le cadre figé de visite pour photos et puis en pas. Donc, ce cadre plastique, c'était pas ça l'objectif. Mais on a fait des accords avec des guides touristiques, on a établi des liens avec des partenaires et le projet de l'an 1 a été la découverte d'Alexandrie
dans ses différentes formes historiques. Alexandrie roumaine, Alexandrie grecque, Alexandrie même ottomane. Et suite à ces visites guidées, il y avait des festivals ou des concours privilégiés des groupes à d'autres, suite à des dessins, suite à des reportages, suite à des recherches enregistrées sur CD. Le projet de l'an d'après était la sortie d'Alexandrie, donc on est allé à Rosette, on est allé à Alamein pour découvrir les autres aspects du voisinage. Numéro 3, sortir d'Alexandrie et les environs et aller plus loin, donc oser aller pendant 3 jours au lieu de 3 heures à l'oasis Siwa, découvrir le désert, parce que moi-même, quand j'ai découvert le désert de l'Égypte, j'étais étonnée. Pour nous, désert, ça voulait dire soif, solitude, chaleur, non-vie. Mais découvrant les oasis, et on en a 5 en Égypte, et comment la vie se déroule, vraiment, c'était la découverte pour moi. Et là-dessus, j'ai voulu faire découvrir le même lieu aux jeunes. Donc Siwa pour une fois, Fayoum une autre fois. Et l'année dernière, c'était la découverte de l'historique d'Alexandrie concernant les colonies. On a jusqu'à présent un cercle grec qui vit toujours à Alexandrie. On a toujours un cercle français qui vit à Alexandrie, on a toujours un cercle arménien et un cercle italien. Donc, Alexandrie cosmopolite, il faut bien la voir, il faut bien voir son histoire et en même temps, il faut savoir faire avec ces aspects. Est-ce que ça intéresse les élèves, les jeunes élèves à qui on demande de sortir de leur cercle de technologie? Ça les intéresse. Et je jouais sur la séduction plus. Donc, au début, j'avais une trentaine d'élèves de 6 établissements. Quand il y avait une invitation à quelque chose à boire, à manger, un cadeau, un festival, un concours, des applaudissements, le nombre s'est multiplié. Je peux vous dire que là, on arrive jusqu'à à peu près 22 écoles sur 24, sur des centaines d'élèves participant à chaque fois. Et là, tout en leur laissant cette marge qu'ils veulent pour prendre des photos, pour les mettre sur leur page de Facebook, pour inviter les amis, il y a avec ça l'information agréablement annoncée et il y a le concours qui les stimule à écouter l'information pour le réemploi plus tard. Donc, preuve à l'appui, les élèves à cet âge-là s'intéressent, mais il faut savoir comment les intéresser. Madame Mona Magdaleni, vous êtes aussi membre du conseil d'administration du secrétariat des écoles catholiques à Alexandrie et Beheira pour les employés. En quoi consiste votre activité? Vous venez de révéler 2 points concernant la formation. Je suis très convaincue par l'effet de la formation pour l'évolution de l'employé. Mais la formation, il y a quelques années, n'était pas vraiment très à la mode. Il faut vraiment souligner l'effort par le secrétariat
pour faire circuler le concept de la formation. Moi, je me charge de la formation pour le français, donc j'essaye d'innover concernant, bien sûr, formation linguistique pour améliorer le niveau des enseignants de français et en français. Parce que vous savez, il y a un bon nombre de nos écoles qui sont bilingues, donc qui qui enseignent les maths et les sciences en français. Donc, amélioration du niveau, mais en même temps, il y a changement de concept. Si on sort un petit peu du cadre de la littérature en tant que par cœur, mais que le prof lui-même redécouvre, je veux dire, la littérature comme passion, comme expérience humaine, comme richesse d'une civilisation d'un pays, et là on parle de la France, là, le message sera transmis autrement à l'élève. Voilà en ce qui concerne les formations. En ce qui concerne ma place pour les employés, oui, j'essaye de transmettre la souffrance des employés, des professeurs, parce qu'il faut dire que le corps professoral passe par un moment vraiment critique dans l'histoire de nos écoles, parce que les salaires restent les mêmes, le bonus des examens, on a un plafond qu'on ne dépasse pas. Les écoles offrent un niveau d'enseignement de qualité, et je souligne de qualité. Et si je viens de dire enseignement, j'y ajoute éducation, donc éducation et enseignement de qualité. Ça veut dire que l'effort déployé est vraiment important, mais en même temps, la rémunération n'est pas séduisante. Madame Mona Magdaleni, on est là face à un cercle vicieux. Les parents et les élèves ne souhaiteraient pas prendre des cours particuliers, mais en même temps, le professeur, étant donné qu'il n'est pas bien payé, il doit donner des leçons particulières. Mais ici, on est face aussi à une autre question. Les leçons sont données à qui? Est-ce que ces leçons sont données vraiment aux élèves qui en ont besoin ou sont données juste pour une affaire commerciale? Est-ce qu'il y a une issue à ce problème? L'issue de la crise des leçons particulières, c'est le changement du système. Donc, je ne pourrais pas dire un appel de slogan aux professeurs « Arrêtez les leçons particulières ». Ils le veulent, les profs le veulent, parce que ça fait appel à la dignité d'être prof uniquement en classe. Mais vu le nombre des élèves dans les classes, vu le système qui bourre les cerveaux, vu le système d'annotation et de bulletins scolaires, vu tout ce qu'on subit comme exigence, la demande existe de la part des parents. Si la demande existe, donc les profs y répondent. Le problème ne commence pas chez le professeur, le problème commence vraiment ailleurs. Et moi, je trouve que le fait de boucher le problème là, c'est vraiment se laver les mains. Il faut voir ailleurs. C'est-à-dire où? Dans le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, parce que c'est de là où commence salaire des professeurs, bonus des examens, programme scolaire des élèves. Si le programme dépasse le nombre de journées scolaires, comment voulez-vous que les profs ne se dépêchent pas pour répondre aux exigences de... Parce que nous avons des inspections, donc il faut aller plus vite. Si on va plus vite, les élèves, un élève dans une classe de 40 personnes ne va pas assimiler comme sa camarade ou son camarade qui le peut. Et par conséquent, on demande à avoir un temps à part ailleurs pour une deuxième explication, pour une attention double de ce qui était en classe. Voilà, donc
programme, et puis méthode, et puis système de notes. Et il faut voir les vrais problèmes. Une invitation vraiment, arrêtons de dire des slogans, parce que les slogans, c'est facile. Mais le fait de voir clair, d'étudier le dossier, d'en faire des études d'issue, ça, il faut le faire. Et voilà les 4-5 items. Ça ne va pas sortir de là si on se pose la question comment l'éducation et l'enseignement en Finlande, ça réussit. Ben, voilà, il faut étudier des cas ailleurs. Et je ne dirais pas copier, mais égyptianiser, parce qu'on a nos conditions. Et on va y arriver, ça c'est sûr, mais il faut qu'on le veuille. Vous m'aviez dit qu'avec l'aide d'une de vos anciennes élèves, vous êtes là face à un nouveau projet de formation pour les professeurs, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une grande fierté. Une de nos anciennes élèves, ayant terminé ses études en faculté de pharmacologie et en fait son master 1 et 2 en santé mondiale, elle revient animer des conférences auprès de nos élèves et auprès de ses professeurs. Donc, parce que au bout de 7-8 ans depuis qu'elle est diplômée de l'école, il y a des professeurs qui sont toujours là. Et pour moi, quelle joie avoir quelqu'un parti qui revient avec une nouvelle optique de la science à nous transmettre. Et là, dans les moments de formation auprès de nos professeurs à l'école, j'y fais partie, on est en train d'étudier pas seulement les mauvaises habitudes en ce qui concerne le domaine de la nutrition, mais en ce qui concerne la santé dans son aspect hygiénique, dans son aspect social et dans son aspect moral et psychologique. Est-ce que vous avez réussi à mesurer le résultat un peu ou est-ce que vous êtes toujours dans le processus? Avant de prévoir les indicateurs d'observation et de mesure, le feedback m'est arrivé spontanément. Parce que le lendemain, les professeurs qui n'avaient pas assisté pour d'autres raisons de travail à l'école, suite à l'écho, ont demandé « mais qu'est-ce qui a eu lieu pendant cette formation ?» Et suite à ça, on a pensé chercher les documents numériques pour en parler. On a échangé sur nos groupes de communication, sur des applications de smartphone, sur les thèmes déjà donnés. Cette même personne ayant animé une conférence auprès des parents, les parents ont demandé que ce soit auprès des élèves parce que ce sont les élèves, d'après les parents, la clientèle 1 qui doit entendre pour commencer à appliquer. On a obéi à la demande des professeurs et on a fait une première conférence au niveau de grand primaire. Elle leur a, ça dépend de l'âge bien sûr, quoi aborder pour quel âge. Cette réussite a mené à une autre au cycle secondaire. Et là, au moment où je vous parle, je sais que hier, le cycle préparatoire a demandé à l'ancienne élève « Non mais comme tu as oublié que tu étais ancienne élève du cycle préparatoire, il faut que tu viennes animer un cours, une conférence auprès de nos élèves. » Et c'est peut-être la semaine prochaine. Vous êtes proviseur au sein d'une école de religieuses. Depuis quand les religieuses coopèrent avec les non-religieuses en ce qui concerne l'administration de l'école? Il y a une quinzaine d'années, une nouvelle perspective de direction s'est installée dans nos écoles, que l'opération pédagogique soit menée par le directeur ou le proviseur,
avec la gestion, disons, éducative de l'établissement menée par la sœur religieuse ou le frère religieux qui serait dans ce cas-là sœur supérieure ou frère supérieur. Êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport au lendemain? Très optimiste, surtout si je vois, comme je viens de vous le dire, des jeunes qui se transforment, si je vois d'anciennes élèves qui inversent les rôles et qui viennent prendre la parole, si moi-même l'énergie se renouvelle grâce à de nouvelles idées, ça veut dire que la terre est fertile. Pourquoi du pessimisme? Et la vie, ce n'est que des obstacles à franchir. Sinon, d'où vient le défi et la joie de dépasser des défis? L'optimisme et la résilience des personnes côtoyant la mer. Madame Mona Magdaleni, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le répète, vous êtes membre du conseil de direction du secrétariat des écoles catholiques d'Alexandrie et Beheira pour les employés. Vous êtes co-présidente du comité organisateur du Festival international du théâtre scolaire francophone d'Égypte. Vous êtes aussi présidente du comité culturel du secrétariat général des écoles catholiques d'Alexandrie et de Beheira. Vous êtes coordinatrice pour la formation en français à Alexandrie et vous faites partie du gouvernement parallèle, le gouvernement des femmes. Merci de nous avoir permis de faire un tour dans votre monde. On vous souhaite beaucoup de succès et à la prochaine. C'est moi qui vous en remercie. Merci. Eh bien, c'était Madame Mona Magdaleni, une femme d'Égypte qu'on a eu le plaisir et la fierté de vous présenter ce soir. Merci et à la prochaine.